Bonjour, je suis François Gombert. Voilà 20 ans que je vis sur la planète communication et que ces incroyables métiers me passionnent. J'avais envie de créer un truc, un objet numérique, un truc qui parle des experts de la communication, du marketing, de l'influence, des relations publiques, de la publicité bien sûr, des affaires publiques, du conseil aux dirigeants, aux politiques. De tous ces experts qui mettent leur expérience et leur stratégie au service des marques, pour laisser des marques, d'organisations publiques, d'entreprises, d'associations, de personnalités, de dirigeants. Chaque épisode son invité. Chaque épisode sa thématique. Vous écoutez Comme on en parle, le podcast qui fait savoir ce que vous savez faire. Hey, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Comme on en parle, le podcast tout droit venu de la planète communication. Avant de vous présenter notre invité du jour, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup, car j'ai reçu hier le classement Apple Podcast et il se trouve que Comme on en parle est déjà 19e, à la 19e place des podcasts les plus écoutés sur Apple dans la catégorie Business et Marketing. Un grand merci à toutes et à tous. Notre invité du jour, certains l'ont déjà identifié sur les réseaux sociaux, c'est le Forbes Killer, c'est le DIRCOM le plus recherché de France. C'est l'homme qui a passé sa vie à être hyper visible pour finalement prendre le maquis et rendre les autres visibles. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Donc c'est Frédéric Fougera, le fondateur et président de Tenkan Paris. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien, je suis très heureux d'être là, très heureux de participer à ce podcast également. Écoute, plaisir partagé et je suis très honoré que tu aies accepté de venir ici. Donc je vais te présenter rapidement, puis tu compléteras. Frédéric vit sur la planète communication depuis plus de 35 ans. Le magazine Forbes l'a classé en 2021 le numéro 1 de son top 100 des décideurs les plus influents de la communication en France. Bravo Frédéric, c'est quand même pas rien. Merci. Non mais c'est impressionnant. Frédéric Fougera est donc le fondateur et président depuis peu de Tenkan Paris. C'est une agence conseil en communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles. Il est également, et c'est important, président du comité mécénat et communication de la fondation Le Refuge, et il vous en parlera peut-être après, et membre du comité de mission de l'agence conseil en communication Sport Market. Alors, la carrière de Frédéric, elle est un peu atypique, je l'ai découvert en lisant sa bio. Il a commencé par les radios libres en 85, pendant 2 ans, puis il a dirigé les cabinets d'élus locaux et de parlementaires pendant une quinzaine d'années. Puis, pendant 20 ans, il a dirigé des services communication d'abord au niveau national chez Vedior, puis au niveau mondial avec le groupe Géoservice dans le pétrole, le groupe Ethypharm, qui est un groupe pharmaceutique, le groupe Altran, puis le groupe Elior, et enfin Emeria, qui est l'ancien groupe Foncia, le leader mondial des services immobiliers résidentiels. Frédéric, en plus de ses activités chez Tenkan Paris, enseigne aujourd'hui à l'ISCOM Paris, je crois, ce qui nous fait un point commun. Après avoir enseigné la communication comme intervenant occasionnel ou résident à l'Université Paris-Sud, à Sciences Po Paris et à l'ISCPA. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je les cite rapidement. Un manager au cœur de l'entreprise, le goût des autres, mes recettes de manager, le dico de la com, dictionnaire de référence des mots de la communication. Un DIRCOM n'est pas un démocrate que j'ai dans ma bibliothèque, mais je n'ai aucun mérite. Frédéric me l'a offert. Mais c'est un très bon livre, je vous le recommande. La com est un métier, le tout aux éditions Bréal Studirama. Alors, il a été nommé dans des compétitions internationales comme les European Excellence Awards, dans mon anglais très oxfordien, où il reçoit en 2009 le prix de la meilleure campagne de recrutement. Il a reçu d'autres prix sur lesquels il reviendra peut-être. En 2014, à Euronext Paris, il reçoit un Climate Leadership Award. Il a reçu plusieurs Topcom, le Grand Prix Stratégie du Sport en 2017. En 2018, le Grand Prix au Topcom, d'ailleurs, dans la catégorie Sponsoring et le prix d'argent Communication et Entreprise. Retour au Grand Prix Stratégie en 2021, où il reçoit de l'or dans la catégorie Opération de communication intégrée pour la campagne à domicile de Foncia, que beaucoup ont dû voir puisque moi je l'ai vu. Frédéric Fougera est aussi officier de l'Ordre national du mérite, chevalier du mérite agricole et chevalier des arts et des lettres. Frédéric, je te laisse te présenter. C'est difficile de rajouter quelque chose après C'est complet. Après cette bio ultra complète. Non, il n'y avait pas d'erreur. C'est à peu près mon parcours. Ça me paraît, sur le papier, ça fait beaucoup. Dans la vraie vie, c'est très rapide. Et c'est beaucoup plus simple que sur le papier. Mais voilà, c'était bien résumé. Et moi, il y a 4 points qui vraiment me marquent dans cette bio. C'est comment, déjà, on passe de
des radios libres à des postes de DIRCOM énormes pour finalement devenir un transfuge et monter une agence? Alors il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de rencontres, il y a certainement de la chance, même si souvent on peut expliquer que la chance, il faut aller la chercher, mais quand même, il y en a pour qui la chance passe devant et puis d'autres peut-être pas. Radio Libre, bah, c'était un peu une passion. C'était très peu de temps après la création des radios libres. J'avais cette envie déjà peut-être de partager, de m'exprimer. Et donc j'ai eu cette opportunité de C'était travailler quoi dans comme radio libre, pardon? C'était Radio Anguin Fréquence Île-de-France. C'est une radio qui existe toujours Ah oui, aujourd'hui, tout à fait. qui partageait son antenne avec une autre radio, donc très très compliqué d'exister, d'avoir une audience maintenue quand on n'a qu'un temps d'antenne partiel dans la journée. Et il se trouve que cette expérience de radio, donc en fait, j'animais, je produisais des émissions. Alors, produire, c'est un bien grand terme. Enfin, il y a pas d'autre mot, il y a pas vraiment de synonyme. Et puis j'étais aussi le DIRCOM de la radio. Alors en fait, j'ai pas fait grand chose et j'ai pas veillé en tant que DIRCOM. Je me contentais surtout de présenter des émissions. Mais il se trouve que des élus en quête de communicants à une époque où le statut de collaborateur de cabinet se professionnalisait et où les cabinets d'élus locaux dans les collectivités territoriales se structuraient. Il y a un élu qui est venu me chercher en imaginant en partie à raison, puis un peu en partie à tort parce que j'étais vraiment très jeune et je manquais d'expérience, que je pouvais être celui qui allait diriger son cabinet et la communication de sa ville. C'était le maire de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne. Et ce type formidable m'a fait confiance et j'ai bossé à ses côtés pendant 7 ans. En fait, la fin de son avant-dernier mandat et son dernier mandat. Et ça a été une aventure passionnante. Ça a été extrêmement formateur. J'ai beaucoup appris. Vraiment, j'ai appris en faisant. Hein. On parle tout le temps de test and learn maintenant, mais ça n'a rien de nouveau. Il y a près de 40 ans, on pouvait aussi apprendre en faisant, sachant que n'ayant aucun diplôme, étant autodidacte, j'avais pas le papier, comme certains disent, qui permettait de laisser imaginer que je savais tout faire. Donc, il a fallu que je montre, que j'apprenne et que je montre que je savais faire. Ah, tu pouvais pas me faire une aussi bonne transition, excuse-moi de te couper, parce qu'il y a un côté que nous partageons aussi, c'est que nous n'avons pas de diplôme. Moi non plus. Enfin, si, j'ai le bac, mais bon, le bac, tu vas pas très loin. Quand je dis que j'ai pas de diplôme, j'ai le bac aussi. Voilà. Oui, d'accord. Donc, pas de diplôme de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, notre point commun, c'est que nous ne sommes allés à l'école, enfin, donc, dans l'enseignement supérieur uniquement pour y enseigner. Alors, c'est d'ailleurs un peu étrange que ça me surprenne, mais pour quelqu'un qui a un parcours comme le tien, qui a fait toutes ces choses-là, je trouve ça assez surprenant. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas s'il y a un secret. Je pense, enfin, le secret qui n'en est pas un, à mon avis, c'est juste le travail et l'engagement. Quoi, faut y croire, faut avoir envie. Il faut travailler, il faut montrer aux gens qui te font confiance qu'ils n'ont pas eu tort. Je pense que moi, je suis de ceux, je sais pas si tu en es, qui ont un syndrome de l'imposteur et qui se sent souvent inférieur partout où il est parce qu'il a toujours des gens qui lui paraissent supérieurement diplômés, supérieurement brillants, supérieurement intelligents et pourtant t'accueillent dans leur cercle et ils ont envie que tu sois là, et ils ont envie d'échanger avec toi, ils ont envie de travailler avec toi. Donc quelque part ça te donne ta légitimité, mais cette légitimité t'as toujours tout le temps, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, envie de prouver que les gens ils ont raison de me donner cette légitimité et donc à aucun moment je ne veux me montrer faible, je ne veux faire d'erreurs, je ne veux décevoir. Donc voilà, c'est le travail et l'engagement. Et effectivement, quand la première fois où j'ai reçu une fiche de paye de Sciences Po, ça a été un jour très marquant parce que je me suis dit, bah là, j'ai aucun diplôme et Sciences Po me paye quoi. Donc je comprends tout à fait ça. C'est étonnant, voilà, c'est amusant, c'est étonnant. Ouais, je comprends. Aujourd'hui encore, hein, malheureusement, peut-être pas partout, mais alors moi, on me les demande plus, mais on me les a beaucoup demandé, ces diplômes que je n'ai jamais eus. Et je trouve ça bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors moi, on ne m'a jamais posé la question, on ne me les a jamais demandé. Je me suis toujours dit, il y a un jour, quelqu'un, un recruteur, qui que ce soit, va me dire, fournissez-moi qu'est-ce que vous avez comme diplôme ou fournissez-moi vos diplômes. On ne m'a jamais posé la question. J'ai le sentiment même dans le public, oui. Ah ouais, aujourd'hui, il est demandant. J'ai toujours eu le sentiment, quelque part, d'avoir toujours un peu d'avance sur l'expérience professionnelle qui fait que ça effaçait le besoin de justifier le parcours de formation. Alors, après avoir passé tant d'années à être visible et même ultra visible, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides finalement de switcher pour un poste qui demande finalement une disponibilité et une discrétion absolument totale? Alors d'abord, être visible ou je sais pas si je suis ultra visible, oui, je sais que je le suis, ultra visible peut-être, je sais pas.
c'est pas une recherche, un besoin ou une envie, c'est les circonstances qui m'ont amené finalement à m'exposer et parfois à être moi-même une marque et en devenant un ambassadeur ou un délégué du personnel des communicants parce que j'aime parler du métier, parce que je n'aime pas qu'on abîme notre métier, qu'on en parle mal ou qu'on le considère comme un sous-métier. Donc finalement, je me suis retrouvé porte-parole sans que personne ne m'autorise ou m'attribue cette mission, et ça m'a donné de la visibilité. Mais il n'y a pas une quête ou une recherche ou une envie de visibilité. Je cherche même parfois à m'effacer ou à rester dans l'ombre quand on me propose la lumière. Mais c'est un fait, je suis visible. J'ai été visible dans mes fonctions et ça a aussi servi les entreprises dans lesquelles je travaillais, puisque quelque part il pouvait y avoir un amalgame qu'il a fallu habilement, j'espère, gérer pour que mon image puisse servir les entreprises dans lesquelles je travaillais et sans que mon image puisse les desservir, ce qui supposait aussi beaucoup de maîtrise sur certains sujets et un certain nombre d'interdictions ou de censure de certains sujets pour qu'il puisse pas y avoir d'amalgame négatif avec les marques que je représentais. Après, tu l'as dit, un parcours public, un parcours privé. Il y a un moment, on a un peu fait le tour et on a peut-être envie de faire autre chose. Je suis pas si loin que ça de la retraite et j'ai aucune intention d'arrêter de travailler. Le travail, c'est mon énergie et j'avais envie d'une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, elle passe par la création de mon agence. Souvent, on passe de l'agence à l'annonceur. Moi, je passe de l'annonceur à l'agence, mais j'ai créé mon agence. Et justement, c'est quoi le secret de toute cette énergie? Comment on devient le Forbes Killer en devenant le numéro 1 de la com? D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot-là, la com, la communication. Comment on trouve le temps d'écrire 7 bouquins en assurant des postes à haute responsabilité, tout en assurant des missions auprès d'une association comme le Refuge, qui est une association, tu en diras certainement quelques mots, qui a vraiment besoin qu'on la mette en valeur. Comment tu fais, quoi? Alors, pour répondre à l'envers de ta question, moi, j'ai toujours été engagé, en fait. Si j'ai pas de diplôme, j'ai quand même commencé à faire des études de droit. J'ai fait des études de droit parce que je voulais être l'avocat des démunis, des pauvres, des sans ressources, des sans soutien. Donc, voilà, j'ai cette fibre en moi d'engagement, de soutien des autres et d'être, quand c'est possible, la force de ceux qui sont faibles. Donc ça, quand t'as ça en toi, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de stratégie. Toutes les occasions sont bonnes pour défendre des bonnes causes, pour défendre. Moi, ce qui me touche le plus, c'est l'injustice et la pauvreté ou l'extrême pauvreté. C'est deux choses qui m'affectent le plus dans la vie. Donc, la pauvreté, c'est une forme d'injustice, et l'injustice, ça touche énormément de sujets. Donc, ça a largement de quoi m'occuper H24 si je le souhaitais. De la même façon, c'est la même énergie que je peux mettre là-dedans ou dans ces combats, mais que je mets au travail, comme je disais tout à l'heure, pour pas décevoir ceux qui m'ont donné ma chance. Et donc voilà, je suis une bête de travail, mais je dis ça sans chercher une médaille ou un mérite, puisque j'aime ça, c'est facile pour moi. C'est vrai que j'ai pas mal de facilité. Tu me demandes comment on fait pour écrire cette livre. J'ai une facilité à écrire. Ça représente pas vraiment de travail. Donc d'accord, ça représente du temps. Parfois à la maison, on me reproche d'avoir trop la tête dans le boulot, de trop travailler. Donc oui, il y a des contreparties. Ouais, Mais voilà, sûr. il y a d'une part une certaine facilité, faut le reconnaître. Ça me demande pas beaucoup d'efforts. Et puis une envie, un engagement. Puis j'ai aussi souvent la tête tellement pleine d'idées que la seule façon de m'aérer le cerveau, en fait, c'est d'écrire les idées. Et écrire les idées, ça passe par Twitter, les réseaux sociaux où j'ai 200 tweets d'avance archivés parce que j'ai des idées, Mais non. par des tribunes, par des livres. Et voilà, peut-être même que ça relève d'une forme de handicap. J'ai le cerveau qui fonctionne trop tout le temps, et ma seule façon de m'en libérer, c'est de produire des contenus, quoi. Ouais, je me souviens d'une interview de toi, mais elle date un peu de quelques années, je pense, où tu disais que tu commençais que tu avais le cerveau déjà bien chaud sur le scooter le matin, quoi. Il m'est déjà arrivé à l'époque où j'habitais en banlieue et que je circulais en scooter, de sortir du périph' parce que j'avais une tribune toute faite dans la tête et il fallait absolument que je sorte pour tout de suite la rédiger parce que ça sortait d'un trait. Ouais, j'ai du contenu. Je suis un producteur de contenu naturel. Je suis une source naturelle de production de contenu. Ton cerveau est une source naturelle de production de contenu, mais tu as beaucoup de chance. On va revenir sur la communication et comment elle existe aujourd'hui dans le monde du travail et du business.
Tu le sais comme moi, alors plus en agence bien sûr, mais aussi chez l'annonceur. Moi, j'ai le sentiment quand même que la communication, c'est souvent la dernière roue du carrosse. Ne parle même pas du digital et que c'est un peu la variable d'ajustement d'une organisation un peu limite ou de voir d'une désorganisation des autres, tout court d'ailleurs. Enfin, il y a différentes façons dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, il y a différentes façons d'aborder la communication. Et ça dépend souvent de la personne qui dirige, qui est à la tête de l'exécutif de l'organisation. Soit c'est une personne communicante, soit elle ne l'est pas, soit elle fait confiance aux communicants, soit elle fait peu confiance, soit elle délègue énormément, soit elle pense savoir tout mieux faire que les autres. Donc on a différentes façons d'aborder la communication et sa position dans une organisation. Et c'est très lié à la personne qui dirige cette organisation. Et après, il y a deux positions possibles, hein. Il y a ceux qui sont considérés, les directions de communication qui sont considérées uniquement comme des services supports, généralement limités à produire des outils. Donc, on te demande de produire des outils, même si on ne sait pas pour raconter quelle histoire, mais pour y mettre quel contenu. Et puis, il y a ceux qui considèrent la fonction comme une fonction stratégique. Et là, on attend davantage que tu produises de l'intelligence. Là, tu es associé à tous les stades de prise de décision. Et puis, on attend de toi un accompagnement stratégique en apportant ta propre vision stratégique sur la stratégie de l'organisation. Et puis après, à la fin, on découle des productions d'outils, mais il y a d'abord de l'intelligence et des contenus qui ont été travaillés. Et évidemment, je milite pour la reconnaissance de la fonction stratégique de la communication, notamment l'ère de la crise et de l'immédiateté dans laquelle on vit fait qu'il est plus possible d'être touriste et de seulement fabriquer des outils et donc de se limiter à une fonction support. Mais je sais que beaucoup de nos collègues parfois se trouvent enfermés dans ce carcan. Ah, tu me fais une transition parfaite. Encore une fois, à croire que nous sommes connectés sur cette interview, je me rends compte, moi, depuis une dizaine d'années, qu'on est vraiment de plus en plus nombreux et même on travaille de plus en plus en mode crise, en mode crise permanente. Il n'y a plus de journée type, il n'y a plus rien qui se passe jamais comme prévu. Et j'ai le sentiment qu'au final, la crise est devenue l'avenir de la communication. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans la mesure où c'est le titre d'une de mes tribunes, je peux pas dire le contraire. Mais J'ai pas vu, merde. Alors, je pense qu'en fait, cette urgence permanente, et je déteste le mot urgence d'ailleurs, je rappelle toujours que l'urgence, c'est les pompiers et l'hôpital, et qu'il faut, en communication, les mots ont un sens, et donc parler d'urgence en permanence, ça m'insupporte. Il peut y avoir des priorités, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des accidents, mais on peut pas travailler dans l'urgence en permanence. Mais ce mode crise que tu évoques, je pense qu'il remonte à au-delà de 10 ans, peut-être qu'il s'exprime de façon plus forte depuis une dizaine d'années. Il y a différents facteurs qui expliquent ça déjà. Pour commencer, l'apparition des chaînes d'information continue. Et donc là, ça commence à remonter. Je te rappelle avant cette période, on avait 2 JT télé par jour, puis après 3, hein, le 13h, le 20h, et puis après celui de la nuit. Et puis on est passé à 48 JT par jour, hein, toutes les 30 minutes. Et ça a quand même forcément eu un impact, peut-être pas au début avec une chaîne comme LCI qui était payante et qui n'avait pas forcément un impact aussi fort qu'aujourd'hui LCI et les autres chaînes qui sont maintenant gratuites et qui touchent toute la population. Il y a tellement de gens qui sont branchés H24 sur les chaînes info. Et donc, il faut produire de l'info. Donc là, il y a une urgence à produire de l'info qui n'existait pas et qui impacte ceux qui, notamment, travaillent dans les relations de presse. Puis est arrivé l'Internet, puis sont arrivés les réseaux sociaux. Et donc, on est dans une ère de l'immédiateté où en fait il faut produire, il faut réagir en permanence. Ça a forcément un impact énorme sur les métiers de la communication ou sur beaucoup des métiers de la communication. Et je pense que ça a un impact aussi sur la légitimité, le crédit et probablement sur l'avenir de nos métiers. Parce que quand il s'agit de décider d'un logo, d'une charte graphique, là, on a éventuellement plein de touristes communicants qui viennent donner leur avis, qui viennent préférer une couleur à une autre ou trouver qu'une police est trop grosse ou trop petite. Quand il s'agit de tout d'un coup s'engager, prendre des risques éventuellement pour aller gérer une crise, là, en principe, les touristes rentrent à la maison et on dit non, c'est le travail des communicants, nous, on s'en mêle pas. Et je pense que notre considération professionnelle, elle est et elle va continuellement être renforcée en fait sur la base de ce sujet spécifique de la crise. Et justement, cette révolution numérique qui, à mon sens, n'est pas tout à fait comprise ou en tout cas pas intégrée par tous et de toutes parts, qu'est-ce qu'elle a révolutionné finalement dans le travail de communication, dans le travail du communicant au quotidien? Ça a apporté beaucoup de choses parce que ça a apporté des outils nouveaux. Ça a apporté le fait que chacun puisse devenir un média, donc que ce soit l'entreprise, que ce soit le dirigeant de l'entreprise, que ce soit le DIRCOM, que ce soit les collaborateurs.
Donc ça a aussi créé une multiplication des canaux, une multiplication des sources de contenu et d'informations. Ça a aussi apporté une capacité de mesurer le travail qu'on fait. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, il y a plus de 35 ans, tu le rappelais, les relations presse ou de façon générale, tout ce qu'on produisait en communication, ben on l'évaluait un peu au doigt mouillé. C'était l'intuition, c'était que qu'en disent les gens de façon globale et voilà, c'était réussi, c'était pas réussi. Aujourd'hui, grâce au digital, au numérique, il y a de la mesure. On peut mesurer le nombre de vues, on peut mesurer le nombre d'engagements, on peut mesurer la tonalité, par exemple, de retombées presse. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle, on ne mesurait que la quantité. Donc, ce qu'il fallait, c'était avoir beaucoup d'articles de presse. Et si c'est pour avoir 99% d'articles qui disent du mal de sa marque, bah, ça n'a pas forcément grand intérêt. En politique, parfois, c'est plus intéressant de faire parler de soi, même si c'est pour dire du mal. Donc, ça dépend aussi. Mais aujourd'hui, on peut mesurer la quantité, mais on peut surtout mesurer la qualité grâce à la tonalité. Tout ça, c'est la révolution numérique qui le permet. Cher Frédéric, alors tu ne le sais probablement pas, mais nous avons aussi un autre point commun, un autre mantra commun, une chapelle commune, c'est celle de la valorisation du métier de communicant. Et tu en es finalement peut-être le meilleur ambassadeur français avec le hashtag La com est un métier. C'est quoi pour toi le rôle d'un communicant aujourd'hui ? Il est très vaste, il est multiple. Ça va dépendre de l'organisation dans laquelle on travaille, dans le public, dans le privé, du secteur d'activité. Donc il est très vaste. Parfois pas si simple que ça à résumer, mais je pense que notre travail, même s'il a beaucoup évolué, il reste quand même de promouvoir et valoriser. Donc promouvoir une marque, une personne, une organisation, promouvoir des idées, les valoriser, même si notre métier, notamment du fait de la crise, est de plus en plus aussi dans le protéger et le préserver. Mais je pense que notre métier, c'est avant tout, ça reste avant tout de promouvoir et valoriser. Et c'est ce qui aussi le différencie du journalisme, qui lui est supposé, le journalisme et le journaliste, qui est supposé véhiculer partager des informations ou des faits. Et bien lui, le communicant doit rajouter une couche d'émotion, donc une couche plus personnelle, notamment pour toucher sa cible et pour amener sa cible à avoir une action. Alors une action, c'est penser, c'est acheter. Différentes actions sont possibles, mais encore une fois, suivant le secteur, suivant l'intention de communication. Mais quand l'information reste au niveau, est supposée rester au niveau des faits et vraiment du factuel, le communicant, lui, doit avoir une intention de communication pour mener à bien sa mission. Et alors, il y a peu de DIRCOM aujourd'hui qui sont connus et reconnus surtout par leurs pairs. Comment tu as fait pour obtenir cette notoriété, cette validation de la planète communication, pour maîtriser à ce point ton image sur tous les supports dans un monde où on vit au rythme des notifications de nos smartphones ? D'abord, je conçois que nous avons un métier qui est supposé être un métier de l'ombre. Je concevais déjà ce positionnement quand je dirigeais des cabinets d'élus, et idem en dirigeant la communication de présidents d'exécutifs privés. Je pense que nous avons un métier de l'ombre et qu'on ne doit jamais se prendre pour le calife, à la place du calife, qu'il faut jamais se tromper. Moi, je ne me considère pas comme une fonction de leader, j'entends en tant que dire comme une fonction de leader, mais vraiment comme une fonction de coéquipier. C'est une fonction qui me convient très bien. Après, sans prendre la place de la personne qui dirige l'organisation et pour laquelle on est supposé travailler, moi, j'ai fait le choix de m'exprimer sur mon métier. Je me suis toujours limité à m'exprimer sur mon métier. Donc jamais ou très très peu sur l'entreprise, sauf si j'étais invité à être le porte-parole par mon président. Donc je me suis limité à mon métier. Il y a beaucoup de communicants qui ont peur de s'exposer, et qui ont peur des risques d'amalgame, qui ont peur d'être utilisés. C'est notamment le cas quand on est dans des sociétés cotées. Donc il y a des risques certains, et donc il faut être capable de gérer ces risques, d'anticiper. Et moi, ma façon de les avoir limités, d'avoir évité ces risques et d'éviter l'amalgame autant que faire se peut. Ça a été vraiment de toujours me limiter à mon métier et celui de la communication, et de ne jamais rentrer dans les questions d'organisation, de finance, de stratégie de l'entreprise, que je ne considérais pas être mon rôle et qui était le rôle de mon président. Donc, il y a des communicants qui ont peur, il y a des communicants qui ont moins peur. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je faisais beaucoup de relations presse. J'étais très étonné de journalistes qui disaient, ah, bah, vous n'êtes pas comme les autres, vous communiquez. Sous-entendu, je leur donnais des informations. Et je comprenais pas trop
le sens de cette réflexion, puisque c'était mon métier, j'étais payé pour ça, leur donner des informations. Mais ça m'a permis de réaliser que beaucoup de mes confrères ou consoeurs, finalement, se restreignaient à partager des infos par crainte probablement, ou parce qu'ils n'avaient pas créé une relation de confiance suffisante avec le journaliste, et donc par crainte de ce qui allait pouvoir se passer, des informations qu'ils allaient donner. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance, notamment pendant mes 20 années dans le secteur privé, 19 ont été passés auprès du même président dans 5 groupes différents. Et c'est un président que je classe vraiment dans la catégorie des grands patrons, que je nomme, il s'appelle Philippe Salle, que je le nomme quand même. Ah oui, il faut le nommer. C'est lui qui m'a recruté chez Vedior, et c'est lui que j'ai accompagné ces 5 dernières années chez Emeria. Et donc, on est passé par Elior, par Géoservice et par Altran. C'est une personne qui vous délègue et qui vous fait énormément confiance. Donc, vous êtes vraiment le patron de votre périmètre, et vous avez toute autorité pour agir sous sa responsabilité, mais vous avez toute autorité pour agir. Il y avait une grande confiance réciproque, parce qu'il faut pas seulement avoir confiance en soi, il faut aussi avoir confiance en son patron et savoir que votre patron a confiance en vous. Et c'est peut-être cet algorithme ou cette alchimie qui m'a permis de m'exposer, comme je le disais tout à l'heure, aussi au service des marques, parce que mon exposition a toujours été profitable aux marques, et je l'ai toujours travaillé pour qu'elle soit profitable aux marques, mais en revanche en me limitant à mon périmètre de compétences et en ne sortant pas de ce cadre, jamais. L'idée de ce podcast, c'est alors bien sûr de valoriser les métiers de communicants, le métier de communicant. Alors je dis les métiers parce qu'il y a beaucoup de métiers finalement dans la communication, et on dit communication, mais tout est finalement communication aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Imagine, quel conseil tu pourrais me donner à moi si je voulais devenir un super communicant, quoi, le communicant? Je pense que tu es un super communicant, donc je vois pas trop quel conseil je pourrais te donner, mais alors pense que c'est quelqu'un d'autre, si tu veux. C'est gentil. À un plus jeune, une personne qui débute, je lui dirais d'abord de ne pas faire ce métier si il n'a pas la conviction que c'est sa passion. Je pense que c'est un métier de passion. C'est pas un métier où on a la tête vide, qu'on arrive à 9 heures au bureau, qu'on commence à travailler et que quand on sort le soir, on arrête de travailler. Je pense que ça mouline tout le temps dans le cerveau. Alors c'est peut-être une déformation personnelle, mais j'ai quand même ce sentiment. Ça demande beaucoup d'engagement. Celui qui gère les relations presse, celui qui gère les réseaux sociaux, celui ou celle. Je pense pas que les journées se terminent comme une activité peut-être. Non, d'ailleurs, je donne pas d'exemple parce que je pense pas j'ai aucune certitude sur d'autres métiers où on fermerait complètement la porte du travail quand on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est un métier de passion et de conviction. C'est un métier d'engagement. Faut pas avoir peur de travailler le soir. Faut pas avoir peur de travailler le week-end. C'est nécessaire. Et faut pas avoir peur de travailler. Voilà. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail en équipe aussi. Il y a des fonctions dans la com qui sont peut-être plus solo, mais il y a quand même beaucoup de transversalité. C'est du travail d'équipe. Faut aimer les autres. Faut aimer être à l'écoute. Faut aimer observer. Il faut aimer être confronté à des idées qui sont différentes des siennes. Il faut jamais s'interdire de penser. Après, si vous êtes en responsabilité, il y a des moments, il vous appartient de décider. Mais une fois que vous avez fait le tour de tout ce qui pouvait être dit, entendu ou vu, voilà, c'est un métier multiple. C'est pas non plus un métier où on est sur des rails, on n'en sort pas. Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a des journées qui commencent avec un programme, et souvent, quand elles se terminent, le programme a été bousculé, chamboulé, bouleversé durant la journée. Mais c'est aussi passionnant parce que c'est pas un métier de routine. Donc voilà, c'est le conseil, c'est il faut y croire, il faut avoir envie de travailler, il faut que ce soit un métier de passion. Et après, l'expérience fait le parcours. Merci beaucoup, Frédéric. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi et Tenkan Paris? Sur le site tenkan.paris. C'est un site vitrine et assez simple. Et je n'ai pas voulu faire un site prétentieux, et j'ai essayé d'y rassembler toutes les informations. Il y a à la fois ma présentation, mon parcours, et à la fois ma vision de la communication et ce que propose Tenkan Paris. Merci beaucoup. Tu seras toujours le bienvenu sur Comment on en parle pour de prochains épisodes. Avec plaisir. À bientôt, Frédéric. C'était Comment on en parle, le premier épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un épisode spécial. Qu'est-ce que la communication aujourd'hui, avec un large panel d'invités, et un épisode avec le mythique Jacques Séguéla. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur la planète communication.